En P5, nous, on a accompagné certains acteurs qui ont pris des millions d'amendes. C'est normal de s'inquiéter du pouvoir d'achat des Français en termes d'énergie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont en tension dans leur budget chauffage ou leur budget carburant que cette question-là, elle est plus que légitime. Moi, personnellement, quand je me suis lancé dans le dispositif de C2E, c'était pour faire du C2E. Alors, c'est pas pour faire une fiche en particulier ou quoi que ce soit, c'est que j'ai lu un article, j'ai trouvé le système exceptionnel. Et je me suis dit, je veux faire du C2E pour le C2E. La DGEC ne veut plus voir de fiches 100% financées. Mais quelqu'un qui veut frauder, vraiment frauder à 100%, il fait pas de travaux, il fait des faux dossiers. Bienvenue sur Il a 26 TV pour, je le dis avec beaucoup d'émotion, ce dernier épisode de l'année. Assez triste parce que voilà, l'année est passée vite, mais on finit en beauté avec, comme vous pouvez le voir sur le plateau, les Avengers, ces deux œufs. C'est quand même incroyable ce qu'on a réussi à ramener. Alors vous les connaissez tous, ils sont tous déjà passés individuellement sur la chaîne et aujourd'hui on les reçoit pour faire un bilan sur un peu cette P5, cinquième période des C2E et sur l'avenir, sur ce que l'avenir nous réserve au niveau de la P6. Donc on va commencer par la droite parce qu'on commence toujours par la droite avec mon Benoît Ferrès. Comment ça va Benoît ? Ça va très bien, merci à toi. Alors comment est-ce que je te présente ? Fondateur de Cameo qui aujourd'hui n'est plus en activité, n'existe plus. Aujourd'hui, tu as fondé l'Observatoire indépendant des C2E. C'est peut-être à ce titre-là aujourd'hui que je suis là. Évidemment. Et aussi, Pluscore, si tu veux nous en parler rapidement. Agence de conseil en compliance et risque C2E. Merci d'être là, merci d'être présent. Laurent, comment ça va ? Ça va et toi ? Vous le connaissez aussi. Co-fondateur d'Omelior, président aussi d'Omelior. Exactement. Ça va ? Tout se passe bien ? Tout va très bien, entre super. deux périodes. Merci beaucoup d'être avec nous sur Il a 26 TV. Et mon Nicolas Barrois, donc fondateur de DK Green. Tu veux aussi rapidement réexpliquer DK Green, cabinet de conseil expert dans le sujet de transition énergétique et notamment des C2E en France, mais pas que, en Espagne, partout en Europe. Et ravi d'être là avec les éminents experts du dispositif aujourd'hui. Donc voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit bilan rétroactif de ce qui s'est passé sur la P5, avec les attentes déjà, en fait, en premier lieu. Qu'est-ce qu'on attendait de cette P5 et qu'est-ce qu'on a eu finalement ? Est-ce qu'on est satisfait ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Je te laisse la parole, mon Benoît, pour commencer. Qu'est-ce qu'on attendait de cette P5 ? C'est une sacrée question, ça. C'est une bonne question. L'atteinte de l'obligation. A priori, les derniers chiffres, et ce n'était pas forcément gagné, laissent à penser qu'elle va être atteinte, même en termes de précarité énergétique. Okay. Donc ça, c'est quand même le sujet qui a été le plus compliqué de cette période. Si on se souvient, ça a commencé par un énorme excédent dû aux opérations à 1 euro de la période précédente, qu'on a eu beaucoup de mal à absorber, en définitive, et dont l'évaluation a été systématiquement minorée, puisqu'il y a eu une rehausse d'obligations en début de période, qui est loin d'avoir absorbé l'excédent à l'époque. Donc on a commencé avec une chute des prix assez inquiétante. Pour ceux qui avaient vécu la chute des prix de 2016, à un moment donné, il s'est posé la question de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un gros acteur qui, suite à la chute des prix, effectivement, se retrouve à devoir brader son stock de C2E ou quoi que ce soit, parce qu'on n'était pas loin de revivre, suite à ce surstock, ce qui s'est passé en 2016. Et alors là, on a un cercle vicieux vers le bas avec l'effondrement des prix. Et on finit la période avec l'exact opposé. Il n'y a quasiment plus une transaction en certificat d'économie d'énergie précarité. Et grosso modo, à un moment donné, produire des certificats précarité revient à payer la pénalité précarité. Donc on a une période qui a été quand même très contrastée de ce point de vue-là. Donc il va falloir voir comment on gère la P6, notamment sur la précarité. Mais en tout cas, l'obligation a été atteinte. Ok. Et toi, Laurent, donc, comment tu vis ce début de P5, toi, à l'époque tu es avec Omelior, etc. Comment ça commence ? Nous, on espérait une certaine stabilité. On pensait qu'on allait apprendre nos erreurs de la P4 et que justement, cette P5 nous permettrait d'avoir plus de visibilité sur l'avenir. Alors, il y a eu évidemment des moments ultra positifs sur la période. Donc, nous, on l'a vécu du début à la fin. Ça a été pour Omelior, en tous les cas, une phase de développement très importante. Et on en est extrêmement satisfait. Cependant, ce qui reste aujourd'hui, c'est que malheureusement, cette stabilité n'est toujours pas au rendez-vous. Tu parlais des écarts de prix entre début et fin de période. Oui, c'est assez incroyable. On a toujours vécu des stop and go sur des fiches de tout type. On peut toutes les citer, mais il y a énormément de fiches qui ont commencé, qui sont arrêtées, qui ont repris, qui sont re-arrêtées, etc. Donc voilà, toujours un marché difficile à suivre, sur lequel il faut être extrêmement réactif également. Mais à part ces côtés-là qu'on connaissait du C2E, ça a été quand même une période au cours de laquelle il y a des acteurs qui ont pu s'affirmer, des acteurs qui ont pu justement prendre des places importantes sur le dispositif. Et c'est un dispositif qui est beaucoup plus connu qu'avant aussi. Et les gens le comprennent aussi beaucoup mieux.
Donc je pense qu'on a passé quand même une étape très importante et en espérant que la P6 l'améliore encore. Alors toi, mon Nicolas. Oui, bah, moi je pense que, effectivement, je suis d'accord avec tout ça. Je pense que la P5, un des points vraiment importants, c'est ce stop and go réglementaire, ces fiches qui démarrent, qui s'arrêtent, qui sont modifiées, etc. Et je dirais que quelque part, ça a été difficile à vivre pour les acteurs. Parce que c'est compliqué de se projeter dans une activité qui est pas stable et qui s'inscrit pas dans le temps. Par contre, ça a eu 2 points importants à noter. Déjà, les acteurs ont regardé s'il n'y avait pas d'autres systèmes, d'autres dispositifs ailleurs. Et notamment, pour nous, il y a vraiment un vrai impact de la P5 qui a poussé les acteurs à regarder l'Espagne, parce que des acteurs qui disaient la France c'est compliqué, ça bouge tout le temps, moi j'ai envie de me projeter sur un marché plus émergent, plus stable. Donc ça a été un point important. Et puis il y a quand même un point important, c'est qu'on a entendu dire pendant plusieurs années la P5 ça marche pas bien, le dispositif il va peut-être s'arrêter. Là on est quand même parti sur une P6, on est quand même parti avec un horizon de temps relativement important. Donc la P5, elle a commencé un peu avec ces errements de les C2E, ça marche pas, les C2E, ça peut s'arrêter demain. Et en fait, in fine, ce qu'on retient maintenant, c'est les C2E, ça donne des petits parce que l'Espagne dit on veut absolument faire comme la France parce que c'est super ce qu'il y a en France. Et d'autre part, ça repart sur une P6 et avec un horizon de temps qui est important, donc avec une capacité d'investissement sur une durée notable. Donc quelque part, on a commencé dans le dur, mais on finit avec des perspectives qui sont quand même plutôt encourageantes et plutôt rassurantes pour les acteurs du dispositif. Okay. Et si on parle de la P5, parce que justement dans ton activité, tu fais beaucoup d'audits aussi pour des obligés, etc., tu pourras nous en parler. Et donc il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont sombré, si je peux dire ça comme ça, durant cette période. Quelles sont les raisons, toi qui es vraiment au cœur de ce côté-là ? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est passé en P5, c'est que les contrôles ont été renforcés, les amendes ont été vraiment notables. Il y avait des amendes avant, mais c'était finalement des petits montants, des petits volumes, et quelque part, c'était assez peu impactant. Il y avait le côté name and shame, mais finalement, il n'y a pas d'acteurs qui ont tremblé en P4. En P5, c'est différent. En P5, nous, on a accompagné certains acteurs qui ont pris des millions d'amendes. Et pour un acteur, même un acteur énergéticien, une filiale française d'un acteur énergéticien mondial, on impacte son compte de résultat de quelques millions. Ça peut la mettre vraiment en difficulté financière. Alors pourquoi est-ce qu'on l'impacte de plusieurs millions ? C'est quoi les raisons ? Parce que la DGEC a fait ce qu'elle a dit, c'est-à-dire renforcer les contrôles, mettre en place les amendes. Concrètement, quand on parle de quelques centaines de gigas qui sont identifiés comme frauduleux, ça se transforme en millions d'euros d'amende. Et l'impact de ça, c'est que les énergéticiens, délégataires ou énergéticiens, à l'arrière, ils sont en mesure d'absorber ça, mais ils se retournent vers leur mandataire. Et un mandataire qui doit rembourser quelques centaines de milliers d'euros, voire quelques millions, ça ne fonctionne pas, parce que ce n'est pas une structure qui a la capacité d'absorber ça financièrement. Et donc, on a assisté quand même à plusieurs défaillances de mandataires ces derniers temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour la P6, c'est que le mandataire, il faut qu'il gère correctement ce risque, parce que, encore une fois, on a vu sur la P5 que des défaillances de mandataires, des mandataires qui disaient moi, je suis obligé de mettre la clé sous la porte parce que je ne peux pas faire face à ces pénalités, ça arrive. Alors justement, on parle de mandataires, on a quand même deux beaux acteurs mandataires. Alors justement, Laurent, toi, comment est-ce que tu fais avec Omelior pour te blinder justement quand tu vois peut-être des concurrents entre guillemets mandataires qui se prennent des amendes comme ça parce que ils respectent pas les droits. Comment est-ce que vous justement vous protégez tout ça et restez clean? C'est quoi les conseils aussi que tu pourrais donner à des mandataires qui veulent travailler proprement, quoi? Déjà, c'est de comprendre, et Benoît le sait très bien, quel est le rôle d'un mandataire.
Le rôle d'un mandataire, en fait, c'est de représenter l'obligé sur sa production de C2E. Donc, en tant que mandataire, déjà, nous, on a cette obligation de livrer à nos énergéticiens et à nos obligés partenaires un C2E qui soit vraiment nickel. Donc, notre vrai rôle premier de mandataire, c'est la réglementation. Donc, en fait, quand on est mandataire, évidemment, il faut la maîtriser parfaitement, cette réglementation, et pouvoir l'appliquer sur nos référentiels de contrôle. Et c'est ça aujourd'hui qu'on conseille aux mandataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'improviser mandataire. Quand on est mandataire, il faut vraiment aller très loin, peut-être plus loin que même quand on est délégataire ou quand on est obligé, puisque en fait, nous, on s'occupe de la réglementation, mais les fonds propres d'un mandataire ne sont pas faits pour être des fonds propres qui sont illimités. C'est pour ça qu'il y a des défaillances. Un mandataire, en fait, on est payé par notre obligé et puis on paye notre réseau d'installateurs avec une petite marge au passage. Mais il faut vraiment être blindé sur toute la partie réglementation et il faut savoir maîtriser son risque. Certaines fiches, on en parlait tout à l'heure, nous on refuse de les faire parce que le risque est trop élevé. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent être des fiches très opportunistes, qui font beaucoup de volume, sur lesquelles on va aller, parce qu'on sait qu'il y a peut-être un petit peu de risque, mais ce risque, on arrive en fait en tous les cas à le contrôler, parce que nos référentiels sont assez puissants pour justement le faire. Comment tu détermines qu'une fiche est compliquée à travailler et que tu n'as pas envie de te lancer dedans? Moi personnellement, j'ai ma technique, c'est dès qu'il y a un arrêté qui sort, je le lis. Une fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à trouver la faille dans l'arrêté. Si je trouve une faille, si je trouve une grosse faille dans l'arrêté, qu'il a mal été rédigé, quelque chose qui ne va pas, on décide de ne pas y aller. Même si on peut avoir beaucoup d'opportunités. Si quand je sors mon référentiel de contrôle, je me dis, là, en fait, j'ai un trou dans la raquette et je ne peux pas en fait, combler ce trou-là, j'y vais pas. On passe à côté de business parfois, mais on passe aussi à côté de risques. Et c'est comme ça, en tous les cas, qu'on essaie, nous, d'analyser le marché. Okay. Alors, quand il y a des problèmes, un obligé, il peut se retourner sur son délégataire. Le délégataire peut se retourner sur le mandataire. Un mandataire sur qui il peut se retourner sur ses régies commerciales, je ne sais pas. Comment se protéger Déjà, celui qui prend le risque, au final, il manque aujourd'hui, là, dans ceux que tu as invités, il manque l'obligé. Parce que tout cet écosystème, en fait, il travaille, quelle que soit la forme de contractualisation, il travaille pour l'obligé. Et finalement, ce dispositif, qu'on le veuille ou non, achat, production en propre, il tend à ramener, alors aux grandes dames d'ailleurs des obligés, il tend à ramener toujours vers l'obligé la responsabilité finale et ultime. Donc c'est lui qui porte les risques. Donc ça met sur les obligés une pression, faut juste le rappeler, une pression de fou. Ils ont la pression d'atteinte de l'obligation, qui est de plus en plus haute. Donc ils portent 100% de l'obligation européenne d'économie d'énergie française. Donc voilà. Et plus l'obligation est élevée, plus la pression est forte. Au bout de 20 ans, ça commence à représenter des sommes astronomiques pour les obligés. Ils sont confrontés au risque de rareté des gisements. Alors la rareté des gisements, j'en bafouille, ça permet de donner une valeur aux primes. Donc moins il y a de gisements, plus le projet, entre guillemets, il est précieux pour l'obligé pour sécuriser sa production. Donc du coup, il va, entre guillemets, payer une prime plus élevée, il va l'acheter pour en avoir la propriété. Donc plus la prime est élevée, plus on fait des économies d'énergie, mais il faut que ça reste, pondéré. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de gisement et qu'il se retrouve à payer la pénalité, c'est complètement contre-productif. On ne fait pas d'économie d'énergie et il paye au prix fort. Donc c'est un équilibre. Il a le risque juridique, puisque justement, le PNC2E s'est renforcé, mais enfin, il reste 20. Il reste 20 ETP pour un flux financier de 5 milliards par an. ETP, tu veux préciser? Avec 20 personnes. 20 pimpins. Non, 20 personnes, on peut les critiquer comme on veut, vu le nombre de sujets qu'ils ont à gérer. C'est impossible. C'est impossible, de réglementation, de lobbying, d'anticipation, de coordination avec le carbone, de contrôle, des publications des arrêtés, de correction quand il y a un problème. Enfin, 20 personnes par rapport au nombre de sujets qu'il y a à administrer autour de ces questions-là, c'est pas possible. Et là, on dit on va passer à 40. Super, mais en fait, on double l'obligation, donc on ne sera pas finalement pas plus nombreux. Donc ils ont, du coup, l'administration, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on lui donne, mais ça insécurise globalement aussi l'obligé qui n'a pas toujours en face la réponse qu'il faudrait au moment où il en a besoin, il est obligé de prendre des partis pris. Voilà. Donc on se retrouve dans un système qui est structurellement très changeant. Et au final, celui qui porte le risque, c'est l'obligé. C'est-à-dire que c'est lui qui, à un moment donné, 6 ou plus, le pôle un peu comme le fisc, peut arriver a posteriori, réouvrir un dossier, contrôler le dossier, dire « Ah, dites donc nous !» Ça fait 6 ans après, on n'a pas la même lecture de la fiche. Ouais, mais attendez, c'était il y a 6 ans. Ah ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait déposer. Bah, vous ne l'avez pas dit à l'époque. Mais non. Et là, on rentre dans. Donc, cette complexité-là, elle fait ce que tu dis, c'est-à-dire que les acteurs de confiance dans l'écosystème sont les acteurs qui ont la capacité à gérer ça, gérer une veille très rigoureuse, mais en même temps qui bouge tout le temps, et des process opérationnels qui à la fois sont très rigoureux et qui en même temps bougent tout le temps.
Voilà, donc ça donne effectivement des chaînes de responsabilité qui sont vraiment complexes. Donc il y a des obligés qui ont des équipes pléthoriques, qui sont très rigoureux. Il y a des filiales d'obligés confirmés, délégataires. Il y a eu des cessions de filiales d'obligés, là récemment aussi, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur métier et que c'est trop risqué. Il y a eu des filiales de délégataires qui ont fermé. Il y a des problèmes de contractants, effectivement. On va les appeler mandataires ou peu importe d'ailleurs. Les types de contractualisation en direct où la production est déléguée avec l'obligé et quand il y a un manque, qui est responsable. Donc c'est vraiment compliqué. Et si tu veux, le droit, en plus, il ne permet pas d'avoir une gestion contractuelle du problème. Parce que tu pourrais dire, j'ai un contrat avec toi, mon dossier il n'est pas bon, tu es responsable. Alors, tu vas au tribunal de commerce avec ton contrat et tu dis, regardez, j'avais un contrat, le dossier il n'est pas bon, il me le doit. Le juge au tribunal de commerce, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller interpréter le code de l'énergie qui est du droit administratif, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et ce qu'il ne comprend pas. Il peut pas, il n'a pas le droit. Donc grosso modo, tu peux faire 20 ans de procédure, au bout de 20 ans, tu n'auras toujours pas ta réponse, sauf si tu as vraiment fait un truc délictueux, mais sinon, s'il faut aller interpréter le code de l'énergie, qui est un droit qui est en construction, qui n'est pas terminé, tu peux même pas aller chercher la réparation au titre du code du commerce. Donc on se retrouve dans un écosystème qui en fait doit vraiment fonctionner en confiance, en transparence, où chacun doit être capable de montrer tous les efforts qu'il fait, parce que tu parlais de veille, tu parlais d'intégration de la veille, chacun doit être capable de le démontrer pour mutuellement se faire confiance. Parce qu'en fait, tout le monde peut défaillir, ça va extrêmement vite. Donc tout le monde peut à un moment donné ou grossir trop vite ou pas mettre assez de moyens. Tu vois, il ne s'agit pas de penser qu'il n'y a que des gens qui font n'importe quoi. Il y en a, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Sauf que ça va vite parce qu'il y a des milliards en jeu. Donc il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, qui font de leur mieux, mais qui ont des angles morts parfois. Et ces angles morts, ils n'ont pas le temps de les voir parce que ça va hyper vite, ou ils les voient avec 6 mois de retard et entre-temps, ils ont laissé passer des trucs. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à gérer. Et ce n'est pas vraiment une question d'obligé, de délégataire, de mandataire ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, la problématique, elle est la même dans tous les acteurs. Voilà, c'est une pression énorme. Mais en même temps, on avance. Moi, j'ai publié une étude américaine qui qualifiait la France de championne du monde de l'efficacité énergétique. Donc, on est assez dur sur nous-mêmes parce qu'en fait, on a une pression énorme et que, du coup, on voit les difficultés et la montagne qu'on est en train de gravir. Mais en même temps, on est premier en haut de la montagne. On n'a pas fini de gravir la montagne, mais on est de loin ceux qui sommes le plus avancés. Donc, il faut, voilà, toutes choses égales par ailleurs, c'est plutôt pas mal. C'est bon augure pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouais, moi, je dirais qu'il y a deux impacts de ce que dit Benoît qui est vraiment vrai. C'est que certains obligés déjà disent, nous, on garde une petite équipe interne pour gérer les sujets C2E, pas parce que ça impacte dans notre production, mais parce que ça fait que on comprend un peu ce qui se passe. Et en fait, des obligés qui diraient, moi, je gère 100% en achat ou même en mandat, ils auraient un risque au bout de quelques temps de plus comprendre. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est effectivement intéressant de dire, OK, moi, je garde une petite part pour garder un peu les mains dans le cambouis sur le dispositif pour vraiment comprendre. Ouais, je me permets, je pense qu'il faut faire l'analogie avec le système d'information. Tu vois, aujourd'hui, quand tu es une entreprise, si tu n'as pas d'équipe IT, tu es largué. Tu n'arrives pas à comprendre les technos qu'on te vend, ça va hyper vite, des prestats arrivent, tu ne sais pas si tu achètes cher, pas cher, etc. Donc tu es obligé d'avoir des gens très compétents en interne. Et puis après, évidemment, tu ne vas pas avoir tout en interne non plus parce que c'est trop rigide. Tu ne peux pas bouger, ça ne va pas assez vite. Donc, tu as besoin de compétences en interne qui savent vraiment ce qui est précieux, ce que tu ne peux pas trouver ailleurs. Et puis, quand tu vois que c'est un peu mature, tu vas aller chercher des compétences externes qui te complètent. Et c'est un jeu entre l'interne et l'externe. Voilà. Et si tu veux maîtriser aujourd'hui ton obligation, après, chacun le fait différemment en fonction d'où il en est dans la période ou quoi que ce soit. Mais grosso modo, tu es obligé d'avoir de la production en interne pour te sécuriser en termes de compétences, pour sentir tes canaux, éventuellement si tu as la chance de pouvoir toucher des clients en fonction de ton parc de clients historiques en tant qu'obligé ou tes partenaires historiques. Donc, être les mains dans le cambouis, c'est sécurisant parce qu'en plus, là, tu maîtrises tout. Ça a des problèmes d'agilité, tu ne peux pas ralentir trop vite, tu ne peux pas changer trop vite, mais c'est là. Tu as besoin d'acheter sur le marché secondaire qui est vraiment ultra flexible, puisque gros modo, c'est là que tu es le moins engageant en termes de production interne. Mais on l'a vu, c'est un marché qui a une prime de rareté. Tu as tes coûts de production, tu as ta prime, et dès qu'il y a de la rareté, les prix explosent, et dès qu'il y a trop, vu qu'on est sur un marché sous tension, dès qu'il y a trop de volume, les prix fondent. Donc, tu as un aléa prix qui est énorme sur ce marché-là, et donc tu ne peux pas non plus être dépendant que de cet aléa. Alors évidemment, quand le marché baisse, tu as des coûts à faire, mais dès que la rareté
est plus forte, l'aléa prix fait que tu peux te retrouver. Il y a des obligés qui, là, en fin de période, n'avaient pas anticipé la rareté de la précarité et ont payé très très cher cet effet de rareté subite. Et puis, tu as la production via des tiers où tu vas effectivement essayer de contractualiser avec des tiers. Ça a l'avantage d'être plus souple. Tu peux ralentir plus facilement parce que tu vas payer en coût variable. Tu vas pouvoir stopper un partenariat. Donc, tu as plus d'agilité dans ta production. En même temps, normalement, tu peux contrôler ce que tu fais puisque tes partenariats... Mais ça te met une pression quand même de contrôle. Contrôler tes contrats, contrôler la production, contrôler que les engagements sont bien. Une pression de contrôle qui est bien plus forte. Et chacun des obligés doit faire les trois. Évidemment, chacun va le pondérer en fonction de sa stratégie prix, ses équipes, s'il en avance, en retard. Voilà, donc il y a plein d'adaptations parce qu'aucune solution est bonne. Hein. C'est juste des avantages et des inconvénients à un moment donné. Bien sûr, bien sûr. Et alors, juste pour continuer un peu sur la P5, Laurent, toi, au niveau des fiches, parce que je crois que tu es le seul d'entre nous 4 qui a aussi une boîte d'installation, alors évidemment mandataire, mais aussi une boîte d'installation. Au niveau des fiches de la P5, qu'est-ce qui a été bon concrètement au niveau des fiches? Quelle fiche a été bonne et quelle fiche ne l'a moins été? Quelle fiche on peut regretter aussi? Peut-être je pense à la 164. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors nous, chez Homelior, on était spécialisé sur la filiale Homelior Habitat sur le B2C. Okay. Donc historiquement, c'est l'ensemble des fiches B2C qu'on a pu adresser. Donc Homelior Habitat a vécu évidemment un boom très important avec la barre TH164. Alors évidemment, je pense que tout le secteur peut le dire, c'est une fiche qu'on regrette. C'est une fiche qui a été... Je pense qu'ils auraient pu l'améliorer plutôt que l'arrêter. Puisqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la rénovation d'ampleur et avec l'ANA. Et c'est une fiche en fait, qui a permis à beaucoup d'acteurs, en tout cas du secteur, de s'organiser, de se structurer. Mais c'est une fiche qui méritait peut-être plus de contrôle et qui méritait plus de règles. Puisque même si les dernières règles étaient un peu plus strictes avec 2 coffracks, etc., bon, ça n'a pas été forcément la meilleure... ça n'a pas été monté de la meilleure des façons. Et puis, comme toute entreprise qui faisait de la barre TH164, on est passé à la rénovation d'ampleur avec l'ANA en se disant regarde, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a encore beaucoup plus d'aides. D'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi ils avaient passé du C2E à l'ANA pour quasiment doubler le niveau de subvention. Et ça a été compliqué puisque Homelior Habitat souffre encore aujourd'hui des investissements qu'on a pu faire sur la rénovation d'ampleur. Donc, ce qu'on peut voir en tout cas cette fin de P5 sur les sociétés d'installation, c'est qu'énormément d'entreprises ont profité de ce dispositif en barre TH164. Pour la plupart, ils l'ont très bien fait en respectant toutes les règles. La majorité de ces gens-là sont lancés sur la rénovation d'ampleur et ont perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on voit énormément de ces entreprises qui se recyclent aujourd'hui dans le B2B. Sur des fiches B2B qu'on ne connaissait pas auparavant, dans l'agriculture, dans le tertiaire, les entrepôts, l'éclairage, en fait, toutes ces choses-là qu'on ne connaissait pas forcément. Donc là, c'est vraiment le vrai virage qu'on voit en fin de P5, qui reste des fiches évidemment intéressantes, pour moi qui méritent toujours un peu plus de contrôle, mais en tous les cas qui fonctionnent bien. Mais en tout cas, voilà. Là, aujourd'hui, pour les installateurs B2C qui sont restés sur le B2C, même s'il y a une nouvelle fiche sur la pompe à chaleur, sont des entreprises qui souffrent énormément. La fiche pompe à chaleur, typiquement, c'est super, ils l'ont lancée, on la remodifie un mois après, et la plateforme EMI n'est pas à jour, on ne peut pas déposer les volumes. Donc c'est assez compliqué pour les entreprises de B2C, et on espère, on en parlera après sur la P6, mais que la P6 peut-être va rouvrir de nouveaux gisements B2C pour ces entreprises-là, parce que si on compte que sur l'ANA, moi personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que les 20 du PNC2E arrivent à générer infiniment plus de volume que les milliers de l'ANA qui manquent d'accompagnement et de formation très certainement, mais en tout cas, on est sur un dispositif qui n'est pas fluide du tout. Bien sûr, mais justement, alors Nicolas, MaPrimeRénov', l'ANA, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut imaginer vraiment une suite avec MaPrimeRénov', ou est-ce que ça y est Je dirais que... T'as d'humeur de café? Non. Alors, c'est compliqué de se projeter. Le problème, c'est que... En fait, c'est un peu ce qui se dit en Espagne. En Espagne, il y avait un fonds, qui est l'équivalent de l'ANA, qui distribuait des subventions pour les sujets d'efficacité énergétique. Et en fait, l'Espagne dit, ce fonds, il ne marchait pas, il ne fonctionnait pas, parce que ça manquait d'initiatives privées. Ça manquait d'initiatives privées, ça veut dire des acteurs qui génèrent du bénéfice, qui génèrent du chiffre d'affaires avec la gestion de ce fonds. Et en fait, à partir du moment où on met de la concurrence, à partir du moment où on met du privé, à partir du moment où on met de la compétitivité, ça fonctionne beaucoup mieux. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire qu'on dit, on prend des subventions, entre guillemets, des C2E pour les mettre côté ANA,
Et donc, on déprivatise ce sujet. On enlève la notion de compétitivité parce qu'on dit oui, mais regardez, il y a des acteurs qui font du bénéfice avec ce sujet et c'est pas normal. Mais en fait, en enlevant ça, on enlève la notion de compétitivité et on enlève le résultat. Donc, moi, je veux pas du tout intervenir dans la dimension politique, mais on voit quand même qu'en Espagne, les acteurs ont dit le fonds géré par l'État ne marche pas, on veut de la compétitivité, on veut du privé, on veut de la concurrence. Et ils ont lancé le dispositif DKS. Et concrètement, ça marche mieux. Donc, voilà, je laisse un peu en suspens, mais c'est un vrai sujet. Ouais, à 100%. 100%. Enfin, moi, dans mon rôle en tant que mandataire, plus tu vas me donner du business et plus je vais avoir une profondeur de marché, plus je vais investir dans ma réglementation, dans mon service conformité, dans mes outils tech qui vont permettre de conformer. Évidemment, on est une entreprise à but lucratif, mais l'argent qu'on gagne nous permet, entre autres, d'investir sur le dispositif et d'investir dans le contrôle. Et c'est ça, en fait, qu'on demande. Et ça, je suis entièrement à 200% d'accord avec toi. L'ANA, ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Nous, on veut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut respecter la réglementation. On va investir pour respecter la réglementation, tout simplement. Bien sûr. Bien sûr. C'est un débat qui est un peu complexe. Et il y a eu un pas de tango, là, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, qui a fait beaucoup de mal, en fait, sur cette période, alors qu'il était assez prévisible. Donc, l'ANA, son rôle, il est fondamental. Il faut se souvenir l'ANA est financée par les C2E. Moi, je sais que quand j'étais chez Total, j'ai commencé ma carrière à la direction C2E chez Total. On avait signé un partenariat dès la P2 avec quelques autres obligés pour financer l'ANA via l'équivalent d'un programme. Donc, ce n'est pas nouveau que les C2E aident les programmes de l'ANA. Il n'y a rien de nouveau sur ça. Ce qui s'est passé, par contre, en 2024, c'est qu'on probablement dû, on pourra reparler de la réno globale, la façon dont ça a été traité, effectivement, et c'est vraiment peut-être le gros sujet de la P5, qui a fait beaucoup de mal au dispositif, mais on n'a pas forcément balayé là où il fallait balayer, c'est ça le problème. Exactement. Donc beaucoup de buzz journalistique et pas beaucoup de poussière retirée sous le tapis. Donc du coup, voilà. Et donc à un moment donné, face au bruit de la rénovation globale, il y a eu un mouvement qui consistait à dire, finalement, pour contrôler ce marché, pour contrôler les acteurs, même si on est un marché réglementé, mais ça reste un marché, mais réglementé, ce qui déplaît à beaucoup d'autres acteurs qui adorent les marchés financiers, donc confèrent le carbone, etc., qui ne comprennent pas que sur un marché comme les C2E, la puissance publique règle la profondeur du marché. Donc c'est pour ça que les C2E sont si mal aimés, parce que d'un côté, tu as les gens qui adorent le marché et qui ne veulent pas que la puissance publique règle la profondeur. Et là, ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est que tu as des gens qui adorent le contrôle de la puissance publique et qui trouvaient que sur les C2E, justement, la puissance publique n'était pas assez présente. Donc il y a eu un mouvement de balancier en disant le problème, c'est fondamentalement l'absence de la puissance publique qui contrôle les acteurs. C'est pour ça qu'il y a des abus. Et donc on fait un énorme mouvement de balancier et on met un organisme centralisateur, public ou parapublic, et ça sera bien mieux que de laisser tous les acteurs privés qui ont trop d'effets d'aubaine. Dans les faits, on a un peu tout mélangé et il y a vraiment des problèmes qui sont spécifiques au marché de la rénovation énergétique et particulièrement sur le marché de l'habitat et les effets d'aubaine et les fraudes qui sont liés à ce marché-là. Et sur ce marché-là, on n'a pas renforcé spécifiquement les garde-fous, ce qui fait que l'ANA s'est fait submerger de la même façon que les problèmes qu'on a vus dans la rénovation globale et les abus. Voilà. Et on s'est rendu compte que l'ANA avait été juste la même chose que les opérateurs C2E, mais avec 10 ans de moins d'expérience. Parce que dans les C2E, finalement, dans les études qui sortent, la DGEC, elle fait un baromètre de satisfaction. Il y a plein de défauts, mais les délais de paiement étaient rapides. Et il y avait un très bon indicateur de taux de satisfaction concernant les traitements des primes par les différents acteurs qui, depuis 20 ans, voilà, les C2E d'aujourd'hui, ce n'est pas les C2E de 2012. Les problèmes de l'ANA qu'il y a aujourd'hui dans le traitement, moi je les ai connus en P2, en P3, où le pôle ne traitait pas, les acteurs payaient à des délais impossibles, les traitements, on faisait 8 allers-retours, tout ça on a connu, mais il y a une courbe d'expérience qui fait que 20 ans après, on peut faire plein de reproches aux acteurs de cet écosystème, mais en revanche, dans l'expérience du traitement opérationnel, il y avait une vraie maturité industrielle. Et donc voilà, on a fait un mouvement de va-et-vient et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout demander à l'ANA, que déjà rien que le fait de s'occuper de son cœur de métier, qui est d'aider les gens qui sont en situation de précarité énergétique, d'accéder au financement, de les aider à choisir les bons financements, de minimiser autant que possible leur reste à financer pour qu'ils ne s'excluent pas de la rénovation énergétique, c'est
chantier, mais il y a tellement de gens qui sont en précarité énergétique, c'est un chantier de fou, qu'en plus, on ne pouvait pas leur demander de coordonner tous les sujets de rénovation énergétique de l'habitat en France. Enfin, c'était un chantier titanesque, c'est pas possible. Aucun acteur peut centraliser tout ça. Et c'est ce que disait Nicolas, dans les White Certificates, parce que les C2E, c'est la déclinaison française des White Certificates, tu as effectivement des modalités souvent qu'on appelle le funding, c'est un fonds qui coordonne. Mais en fait, les pays qui commencent dans les C2E, dans les White Certificates, commencent par du funding à petite échelle. Les obligés lâchent, entre guillemets, leurs obligations, non pas en générant des projets d'économie d'énergie, mais en cotisant à un fonds. Et ce fonds opère. Ça fonctionne en termes d'apprentissage, d'observation, mais très très vite, ça sature en termes de capacité d'exécution. Et après, on change de modalité, on passe dans des modalités comme en Italie ou en France ou en Angleterre. En Angleterre, ils font que de la production en direct. En Italie, ils font que du marché. En France, on fait tout. De la production en direct, de la production déléguée, de la production via le marché. Et on a effectivement des modalités entre guillemets de funding que sont aussi les programmes. Voilà, qu'il ne faut pas oublier. Mais on a toutes les manières de produire. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a différents pays européens qui ont des dispositifs. La France, tu l'as dit, on est champion du monde de la transition énergétique. Énormément. J'ai pas dit ça. Si on simplifie. J'ai dit que selon une étude américaine, nous étions champions du monde de l'efficacité énergétique. Ouais, mais il faut s'attribuer un peu les succès. Bon, mais donc on est vraiment, tu vois, dans les acteurs, dans les bons élèves concrètement, énormément grâce aux C2E. Et en fait, on voit que quels sont les pays qui ont réussi à vraiment faire des C2E un agent effectif de la transition énergétique. Concrètement, c'est l'Espagne maintenant, la Pologne, l'Italie. Et en gros, c'est les acteurs qui ont un marché secondaire. À partir du moment où tu crées un marché secondaire, où tu mets de la compétitivité dans le système, ça prend. Donc, encore une fois, on est tous très conscients de la tâche que met en œuvre l'ANA et très conscients que c'est titanesque et c'est hyper important. Mais tout déléguer de façon massive à un acteur public dans ce dispositif, ça semble être un peu contre-productif. Alors, vous l'avez remarqué, Nicolas parle beaucoup de l'Espagne parce que c'est un sujet qu'il maîtrise justement. Alors, avant que tu nous parles de ça, Laurent, toi, l'Espagne, chez Omelior, ça va venir. Ça va venir, évidemment. Oui, enfin, on regarde le marché, on s'y intéresse. On souhaite évidemment, on est en pleine évolution et Omelior veut créer aussi de nouveaux services à proposer à ses installateurs partenaires et beaucoup nous demandent justement d'aller les accompagner en Espagne. Donc on ira, mais on attend de laisser passer un petit peu cette première vague pour vraiment bien maîtriser le marché. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de maîtriser parfaitement nos sujets dans ce secteur pour y aller. Donc on n'a pas envie de le tester. On a envie de bien y aller. Donc je pense que peut-être pas 2026, mais 2027, ça sera en tous les cas un projet important pour nous. Moi, je crois beaucoup à l'Espagne. Je crois beaucoup à leur modèle aussi. Donc oui, c'est sûr et certain qu'on le fera, mais on le fera de façon très encadrée, très organisée. Voilà, on ne peut pas prendre trop de risques. Moi, quand j'ai commencé le secteur des C2E, tu le disais tout à l'heure, Benoît, c'est-à-dire que tout était long. Moi, j'ai commencé sur fonds propres. Je me suis endetté personnellement pour le faire. Et j'ai attendu des mois et des mois et des mois. Et c'est des moments qui sont tellement compliqués qu'aujourd'hui, on prend notre temps, on souffle avant d'y aller. Donc, on ira. Je pense qu'on sera même un acteur important, je l'espère, en Espagne. Mais voilà, on attend cette première phase, que le marché soit vraiment bien mature pour y aller. Ouais. L'Espagne, tu regardes, Benoît ? Mais en fait, je suis surpris de la traction de l'Espagne sur les acteurs français. Parce qu'effectivement, tu vois, nous, on a relancé depuis 2 ans QScore. 2 ans, c'est court. Donc, on est on structure l'offre, on se déploie, on essaye de gagner la confiance des acteurs, de prouver notre valeur ajoutée. Donc, tu n'es pas du tout dans une phase où tu dis, je vais faire de l'international. Et effectivement, le nombre de demandes, tu vois, on a sorti le livre blanc, c'est quoi un mandataire C2E, les acteurs, mais est-ce que tu as prévu de le traduire en Espagne ? Ça serait génial pour éduquer le marché. J'ai des gens qui m'ont contacté, je suis en train de développer l'Espagne, j'ai besoin de votre livre blanc, est-ce que c'est pareil en Espagne ou pas ? Donc en fait, je pense qu'il y a les acteurs français sont, qu'on le veuille ou non, happés par l'antériorité qu'on peut avoir, la maturité qu'on peut avoir, happés par le marché espagnol qui est demandeur de notre expérience,
pour grandir très très vite, parce qu'ils sont en train de grandir très très vite. Charge à nous de garder la bonne distance et de ne pas s'emballer. Quoi. Oui, voilà. ça tombe aussi dans une période où c'est compliqué pour tout le monde. Voilà, où c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde pense que c'est l'Eldorado, et d'ailleurs je crois que ça s'appelait comme ça ta vidéo, l'Eldorado espagnol. Et en fait les gens, et c'est le problème de toute façon de nos dispositifs ici, c'est qu'il y a trop de changements, et en fait tu as aujourd'hui un marché global de la rénovation énergétique en France qui en a marre de ces changements. Donc ils disent peut-être qu'en Espagne ça va être mieux. D'après ce que je comprends de loin, et tu me dis si je me trompe, mais c'est à peu près pareil aujourd'hui. Il y a des changements aussi qui se font, qui s'adaptent en fait qui s'adaptent au marché. D'après ce que je comprends. Alors justement, on va laisser place à l'expert de l'Espagne. Je ne vais pas préempter le sujet avec l'Espagne. Non, mais il y a un point qui est important en Espagne, c'est que, effectivement, les acteurs français sont plutôt bien accueillis parce qu'en Espagne, il y a certains grands obligés. Je pense à Repsol. Repsol, il représente quasiment 20% de l'obligation eux tout seuls. Et Repsol, ils sont très peu présents en France. Je ne sais même pas s'ils ont une obligation en France. Nous, on ne les a jamais vus. Et en fait, Repsol nous dit, nous, on gère 1/5 de l'obligation à nous tout seuls. Donc, c'est plus que EDF, c'est plus que Total. Enfin, voilà, c'est vraiment une obligation énorme. Et en fait, il y a 2 ans, on ne savait même pas ce que c'était les C2E. Enfin, les KS. Donc, en fait, ils sont hyper preneurs d'expertise parce qu'ils disent, il y a certains de nos petits copains qui sont vachement en avance sur nous, quoi. Parce qu'ils sont obligés des 2 côtés des Pyrénées. Et donc, certains gros obligés en Espagne sont preneurs de l'expertise française. Et beaucoup d'acteurs disent, voilà, nous, on est preneurs de l'expertise française parce qu'on a besoin d'accélérer, on a besoin vraiment de prendre le train en marche et de ne pas mettre 3 ans à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, il y a un deuxième point qui est aussi très, très important en Espagne, c'est qu'en France, à tort ou à raison, on est beaucoup dans la lutte contre la fraude, la pénalité, le name and shame. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait le moindre petit écart à la doctrine, qui est toujours pas forcément précisé, parce que, bon bref, c'est pénalité, amende, etc., etc. En Espagne, aujourd'hui, alors, est-ce que ça va durer ? On l'espère, mais on n'a pas de garantie. Aujourd'hui, l'Espagne est plutôt dans une dimension collaborative, d'accompagnement des acteurs. Typiquement, sur l'isolation, les premiers dossiers qui ont été faits étaient faits avec des valorisations de 60-70 € du mètre carré isolé, des trucs complètement fous, parce que les règles n'étaient pas claires. L'Espagne, ils auraient pu dire, vos dossiers, on met une grosse croix rouge dessus et on vous met une pénalité. L'Espagne n'a pas dit ça. l'Espagne a dit, OK, vos dossiers, les gars, soyez sérieux, on vous les rend, vous les remettez dans des... Alors, ils nous ont dit, on n'a pas précisé les règles. Donc, OK, c'est de notre faute. On précise les règles. Vous mettez les dossiers en conformité et on les accepte. Mais donc, ils ne sont pas dans une démarche de lutte contre la fraude, de pénalité, d'amende. Ils sont dans une démarche, encore une fois, aujourd'hui, de co-construction, une démarche collaborative qui dit, OK, on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi, on n'est pas prêt à ce que le dispositif parte à volo. Par contre, on comprend que on démarre, on co-construit. Donc, il y a des choses parfois qu'on ne fait pas bien, on cale les choses et on avance pas à pas. Et donc, pour nous, côté DK Green, qui sommes en France et en Espagne, le fait d'aller en Espagne, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Parce que les gens disent, les KS, c'est super, on a vraiment envie d'y aller. Les C2E en France, c'est un super exemple. Bravo les gars, on est à fond derrière vous. Et ils sont dans une démarche collaborative. Et donc ça, vraiment, c'est agréable et c'est au jour le jour, c'est sympa. Vous faites quoi en fait concrètement, DK, en Espagne? C'est quoi que vous faites de manière opérative? C'est quoi? C'est ramener des mandats auprès des obligés? Effectivement, les obligés ou les délégataires, ils nous disent, nous, on est appelés 20 fois par jour par des acteurs qui nous disent, OK, donne-moi un prix, un volume et j'arrive. Ils disent, nous, 1, on ne sait pas faire ça. 2, on est incapable de dire lui est sérieux, lui est pas sérieux, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux acteurs qui veulent aller en Espagne d'y aller de façon mesurée, maîtrisée et dans la durée. Donc on fait ce qu'on appelle un dossier marketing qui dit voilà qui on est en France, voilà quelle expertise on a, voilà ce qu'on veut faire en Espagne, voilà quel est notre business plan, et on fait en sorte d'aller présenter ça à des acteurs qui vont financer. Et en gros, l'acteur, il est appelé 20 fois par jour par des cow-boys qui veulent bosser,
Et puis, une fois par mois, il reçoit un dossier comme ça, hyper clair. Il dit, bah ok, moi, il n'y a pas photo. Je préfère 300 fois aller avec un acteur qui montre une démarche maîtrisée et mesurée. Donc, voilà, ça, on le fait beaucoup en Espagne. Et également, en Espagne, aujourd'hui, il y a 116 fiches d'opération standardisées, dont certaines qui ont été activées 0 fois. 0 fois parce que trop complexe. En gros, c'est des fiches que les acteurs ont regardées. Ok, ils comprennent pas, ils voient pas la rentabilité, ils mettent de côté. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que on voit, par exemple, on a accompagné un acteur qui est expert sur l'isolation des serres agricoles. La fiche serre agricole en Espagne, elle est hyper complexe parce que la valorisation dépend de quelle culture on a, de où est la zone géographique, dans quelle zone géographique elle est, sachant qu'on est à la maille station météo, il y a 900 stations météo en Espagne, donc du type de culture, du type de serre, du type d'écran thermique, c'est une tannée. Bon, et alors que pourtant en Espagne, il y a 65 000 hectares de serre. Un hectare, 10 000 mètres carrés, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Il y a énormément de serre en Espagne, donc il y a un vrai sujet là-bas. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que cette fiche, on l'a complètement désossé de A à Z. On a dit, OK, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'on vise tel type de culture, dans tel type de serre, dans tel type de zone géographique. Et donc, voilà. Et donc, on a maîtrisé complètement cette fiche pour le compte d'un acteur. Et maintenant, on l'aide à la mettre en œuvre. Et donc, ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Prendre une opération. En Espagne, les opérations sont souvent bien plus complexes qu'en France. Les fiches d'opération standardisées sont bien plus complexes qu'en France. Donc, démonter complètement la fiche, dire, bah, OK, pour avoir des conditions de rentabilité intéressantes sur cette fiche, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, une fois qu'on a compris et on aide l'acteur, on est des business partners. En gros, on aide l'acteur à le mettre en œuvre et à générer de la rentabilité. Mais trop intéressant, trop intéressant. Et ça va l'espagnol? Tu le révises? Tu as réussi à... Écoute, non, je progresse. Et franchement, ça avance. Ouais. Parce que tu m'as dit qu'il y a des personnes en Espagne qui t'ont demandé si ILA26 était en espagnol. Exactement. Il y a des personnes qui voient les podcasts, qui voient la chaîne et qui disent nous, on serait hyper intéressés à ce qu'il y ait une version espagnole. Donc, Yannick, si tu veux, je te présente ma prof d'espagnol. Voilà, avec plaisir. Je sais pas comment on dit bientôt, mais bientôt, on le fera en espagnol. Hasta pronto. Alors, je pense qu'il est temps de parler aussi de l'actualité avec le marché qui s'est fait attaquer au niveau des C2E, l'obligation de la P6, donc qui augmente, comme tu m'as dit, de 25% officiellement, mais on va en parler après, c'est peut-être plus. Donc, l'augmentation de la P6 qui donc se fait répercuter sur les factures des ménages. Et là, gros débat avec on va le dire, alors on ne fait pas de politique ici, mais donc c'est le Rassemblement national aussi qui a attaqué un peu sur les médias ce sujet-là. Benoît, je sais que tu brûles d'en parler. Ouais, c'est un sujet cheval de bataille de Benoît. C'est un sujet qui est complexe et j'apprécie beaucoup nos amis journalistes de l'énergie, mais moi ça m'agace effectivement. C'est un sujet qu'on ne peut pas résumer avec un tweet, et ça, si on peut reprocher quelque chose à de nombreux journalistes de l'énergie, c'est d'aimer aller à la simplification de la complexité. Assumons quand c'est complexe, de prendre le temps de rentrer dans la complexité, et c'est ce que tu fais avec ILA, et c'est bien. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est vite caricaturé. Donc au départ, les certificats d'économie d'énergie, c'est quoi ? C'est la déclinaison concrète de nos objectifs climatiques en Europe. Sachant que les white certificates, c'est en Amérique du Nord, en Europe qui est la zone la plus développée, mais il y en a aussi en Australie historiquement, il y en a dans le monde entier. C'est pas une lubie franco-française. Voilà. Donc pour le fait de réduire nos émissions de CO2, on peut travailler sur le mix énergétique et on peut travailler sur la demande, la consommation. Donc l'objectif des certificats d'économie d'énergie, c'est d'accompagner la baisse de la demande en énergie. Et de dire, on va essayer de mettre des dispositions qui favorisent le fait de réduire notre consommation d'énergie. Voilà. Donc les deux, d'un côté, on essaie de décarboner, de l'autre, on essaie de moins consommer. Et au final, ça devrait permettre, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ça devrait permettre de moins émettre de CO2. Voilà. Donc on a un sujet, de toute façon, au niveau mondial, et que tout le monde dit, c'est-à-dire que si on veut moins consommer d'énergie fossile, de pétrole, de gaz, etc., pour moins émettre de CO2, les producteurs de pétrole nous disent, nous, on répond à la demande. Donc c'est à la puissance publique d'encadrer la baisse de la demande. Donc les Energy Efficiency Obligation, elles jouent, les white certificates, elles jouent leur rôle d'organiser par la puissance publique, d'accompagner par des dispositions la baisse de la demande et d'essayer de trouver comment moins consommer. Okay. Ça, c'est le cadre général. Après, tu plonges un peu plus proche, tu arrives dans les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, ça fait la moitié du job déjà.
Ça n'organise pas la baisse de la demande. Ça organise la diffusion des technologies qui ont le meilleur, la meilleure efficacité énergétique, ouais. qui vont améliorer notre taux d'efficacité énergétique. Autrement dit, faire pareil avec moins d'énergie. Pour réduire la demande, il faut d'un côté, certes, avoir des équipements qui consomment moins, mais il ne faut pas que l'activité augmente. Si tu fais plus, bah, tu vas effacer le gain que tu as eu avec ton efficacité énergétique. Et là, nos politiques publiques, elles sont absentes, déjà, sur l'aspect accompagner la baisse de la demande et de l'activité. D'accord ? Donc, souvent, on reproche aux certificats d'économie d'énergie de dire « mais les certificats d'économie d'énergie, on ne voit pas les économies réelles ». Ça ne veut rien dire, économie réelle. On ne voit pas les baisses de réduction sur la facture. Oui, parce qu'en fait, tu travailles que sur l'efficacité énergétique des équipements et que si l'activité, elle continue à se développer, l'activité, c'est un ménage précaire qui va, à un moment donné, avoir une maison plus isolée et qui va tout simplement plus chauffer parce que pendant des années, et c'est pas assez chauffé. Enfin, tu vois, ça n'a rien de très philosophique. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu as un effet activité, consommation, efficacité énergétique. Les deux, il faut que les deux baissent pour que vraiment... Donc, on mélange un peu tout. Mais bon, pour autant, les C2E, ça permet effectivement de changer des équipements. C'est pas tout ce qu'il faudrait faire pour réduire la demande, d'amener de l'efficacité énergétique et donc de faire baisser quand même, malgré tout. Les dernières études parlent d'1% par an. On peut, encore toutes ces études-là, elles doivent être musclées, etc. Mais grosso modo, ça permet de diminuer quand même la consommation d'énergie. Et donc la facture. Et donc les factures, au final. Donc Si tu le prix vois, n'augmente pas trop. voilà. Donc, Ouais, donc c'est la question. C'est ça la Ouais. question. C'est est-ce que en fait la répercussion. Attends, mais, Ok, d'accord, vas-y, mais vas-y. une fois que tu as dit ça, mais tu dis, OK, maintenant, qui paye les travaux ? Ok. Tu vois, tu dis qui paye Bien les sûr. travaux. Bien sûr. Donc la question, c'est qui paye les travaux. Et là, c'est il y a deux solutions. Bien sûr. De toute façon, soit tu fais pas de travaux, soit c'est la puissance publique qui paye les travaux, donc ça vient du budget, donc tu collectes l'argent via l'impôt. Soit, effectivement, c'est ce qu'ont inventé les Anglais au début des années 2000, et on dit, écoutez, les distributeurs d'énergie, vous gagnez de l'argent avec le fait de distribuer de l'énergie, et on va vous demander, puisque vous gagnez de l'argent avec le fait de distribuer de l'énergie, et qu'un des grands enjeux de l'humanité aujourd'hui, c'est de consommer moins d'énergie, on va vous demander, entre guillemets, de réparer ce qui génère votre gain. Ce qui est philosophiquement pas évident. Enfin, on peut comprendre que les distributeurs d'énergie, ça les ait hérissés par moment. Enfin, voilà. Mais quand on a fait le podcast avec Daniel Cap sur la naissance des C2E il y a 20 ans, il a bien expliqué, et c'était passionnant, comment EDF et Engie, ça s'appelait pas Engie à l'époque, étaient promoteurs de la maîtrise de la demande de l'énergie. Donc il ne faut pas non plus opposer les distributeurs d'énergie en pensant qu'ils sont contre la maîtrise de la demande de l'énergie. Hein. Voilà. Donc on a un dispositif qui dit, bah, écoutez, on va faire des actions, elles vont surtout porter sur les équipements, et on va demander aux distributeurs d'énergie, finalement, qui gagnent de l'argent en distribuant de l'énergie, de financer ces actions et de financer les primes à l'investissement pour qu'on fasse de plus en plus d'actions d'économie d'énergie. Jusqu'ici, tu vois, c'est pas illégitime et c'est pas choquant que les distributeurs d'énergie, on leur demande. Alors ça leur fait, la pression est hyper forte. On peut discuter de la pression juridique, la pression sur les prix, tout ce qu'on a discuté avant, mais quelque part, c'est pas illégitime. Donc forcément, une fois que tu as dit ça, la question qui se pose derrière, et c'est là où le débat est mal posé, hein, c'est normal de s'inquiéter du pouvoir d'achat des Français en termes d'énergie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont en tension dans leur budget chauffage ou dans leur budget carburant que cette question-là, elle est plus que légitime. Hein, et il faut absolument la poser. Voilà. Mais quand tu regardes la façon dont les coûts de l'énergie sont composés, la question que tu as dit, mais pourquoi vous allez questionner les prix de l'énergie uniquement sur la seule chose qui est redistribuée et qui permet de faire des travaux d'économie d'énergie. Alors certes, le coût, il n'est pas nul, parce que 10 milliards par an, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ça vient forcément de quelque part. Donc si tu distribues 10 milliards par an pour faire de l'isolation, des pompes à chaleur, des voitures électriques, les 10 milliards, ils viennent bien de quelque part. Donc si on accepte qu'on a besoin de faire des travaux d'économie d'énergie, il faut bien les financer. Donc ils viennent bien de quelque part. Mais le débat, il ne devrait pas porter sur le seul objet qui est massivement redistribué et qui permet de faire On devrait prendre la structure de coût des énergies, parce qu'en même temps, dans la structure de coût des énergies, on a des dispositions qui visent à augmenter les prix de l'énergie, en disant si on augmente les prix de l'énergie, peut-être que la consommation va baisser. On est dans la logique de la contribution carbone, des débats relancés à nouveau sur le fait de dire il faudrait relancer la taxe carbone. C'est-à-dire que là, tu es dans un mécanisme qui dit on va pénaliser les consommations,
Et si on pénalise les consommations, alors peut-être que les gens, alors qu'on est dans des dépenses contraintes, vont moins consommer. Donc peut-être qu'au final, on a la réduction de consommation d'énergie. Là, on est dans un dispositif qui dit on rétribue d'abord en priorité la baisse de la consommation, on rétribue tout ce qui permet de baisser et effectivement, ensuite, on redispatche plus largement les coûts. Donc ceux qui ne font pas de travaux payent. Et puis on a fait un choix politique qui dit qu'on a choisi, et c'est probablement une bonne raison étant donné l'état de l'industrie en France, on a choisi que l'industrie ne contribue pas au coût des C2E. Donc ça surpondère la part des ménages. Si l'industrie contribuait, la part des ménages serait beaucoup plus faible. Donc du coup, c'est un faux débat. Le débat est très mal posé. Il faut regarder les prix de l'énergie. Et si on pense que les prix de l'énergie sont trop élevés, il faut faire des arbitrages en se disant, dans les prix de l'énergie, qu'est-ce qui sert à rien, qu'est-ce qui n'est pas redistribué, qu'est-ce qui ne permet pas de diminuer les émissions de CO2, etc. Et discuter de la contribution carbone, par exemple. Moi, je sais que l'arrivée de l'ETS, le mécanisme carbone aujourd'hui européen au transport et au bâtiment, je fais partie de ceux qui je trouve ça inquiétant. Parce qu'en fait, je ne vois pas où est la redistribution, je vois surtout la pénalisation des prix par la consommation. Plein de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est important qu'on ait ce type de débat. Le débat caricatural qui consiste à dire les prix de l'énergie sont chers, c'est vrai. Donc c'est le problème des C2E. Je dis, bah non, on l'a vu dans le rapport, il y a un millefeuille de coûts dans les C2E, il faut rentrer dedans, quoi. Laurent, une réaction ? Ouais, et puis tu as un côté en fait, qu'on oublie beaucoup dans les C2E. Enfin, il y a deux choses qu'on oublie beaucoup. Le côté social de la redistribution des C2E, puisque si on parle des foyers précaires, nous, on en a équipé 65 000 de solutions en économie d'énergie. Donc un foyer précaire qui n'a pas les moyens de se chauffer, quand tu lui fais des travaux et que tu isoles sa maison, alors il n'aura évidemment pas plus les moyens de se chauffer, mais il sera dans une maison isolée. Donc en termes social, déjà, c'est un rôle qui est extrêmement important. Lui, il ne se plaint pas de l'augmentation des factures parce qu'il a eu une rénovation globale potentiellement. Alors celui qui a eu des travaux, il se plaint moins évidemment que cette augmentation. Et alors c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque comme tu as dit, on vient d'en parler. Et jusqu'à maintenant, les gens ne savaient pas vraiment comment ça fonctionnait, les C2E. Ils pensent que ça vient de l'argent des énergéticiens, mais sans comprendre que c'est remis sur leur facture, évidemment. Mais ça n'a jamais été un problème, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, tu as aussi un rôle géopolitique, c'est-à-dire que les C2E permettent la décarbonation. C'est-à-dire qu'on arrête d'être dépendant du pétrole et du gaz étranger pour pouvoir, en fait, consommer notre électricité. Et c'est aussi ça, c'est un objectif qui est très important pour notre pays, que ce soit au niveau vraiment franco-français et au niveau européen. C'est qu'on a besoin, en France, on est le champion du nucléaire, on sait créer une énergie propre par le nucléaire, on en exporte, alors qu'on importe de l'autre côté du pétrole et du gaz. Et puis au niveau géopolitique, on sait en ce moment, ce n'est pas forcément les meilleures choses à faire. Donc en fait, il y a des côtés ultra positifs des C2E là-dedans. Et puis aussi toute l'économie qu'il y a autour des C2E. Des gens aujourd'hui, des entreprises de travaux, on sait tout ce qu'ils ont pu souffrir ces dernières années. Les C2E, c'est censé être un certain bol d'air justement pour eux. Ça crée derrière de l'emploi. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais on parle de vraiment des nombres très très importants d'emplois, d'entreprises qui se créent et qui se développent grâce à ce mécanisme-là. Et surtout, pour finir là-dessus, c'est que c'est zéro argent public. C'est zéro argent public. Donc, on est sur un dispositif. Enfin, moi, personnellement, quand je me suis lancé dans le dispositif de C2E, c'était pour faire du C2E. Alors, c'est pas pour faire une fiche en particulier ou quoi que ce soit. C'est que j'ai lu un article, j'ai trouvé le système exceptionnel et je me dis, je veux faire du C2E pour le C2E. À l'époque, quand j'ai commencé en 2016, c'était les ampoules LED chez les particuliers. Après, c'était l'isolation. Il y avait plein de choses. Mais le but premier pour moi, c'est le C2E. Et le C2E, pour toutes ces raisons-là, c'est un dispositif qui est absolument génial. C'est-à-dire que, oui, les particuliers le payent. Et comme tu le disais, Benoît, c'est à quasi 100% redistribué dans les ménages et chez les pros. 70%. Voilà. Les coûts d'intermédiaire, c'est à peu près 70%. 70%, c'est ça, j'ai dit déjà, quasi. c'est J'ai dit important. quasi. Il y a des coûts de production. Bien sûr, c'est normal. D'intermédiation. Alors sûr. après, on peut discuter. Moi, on avait fait l'analogie avec le leaser. Moi, j'aime bien cette analogie. On a des bailleurs financiers. Donc oui, dans cet écosystème, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui jouent le rôle de tiers de confiance. Alors après, on peut considérer que certains sont pas assez solides, donc leurs marges sont indues. Mais c'est pas dans tous les métiers, tu as des tiers de confiance qui permettent d'agréger, organiser, etc. vers, en l'occurrence, les bailleurs financiers que sont les distributeurs d'énergie. 2 chiffres sur l'impact, moi que j'aime beaucoup. Les services d'efficacité énergétique en France, le marché selon Xerfi, c'est 5 milliards par an. Si tu retires les C2E, ce marché-là est atone. Il ne fonctionne pas. Le marché de la rénovation énergétique de l'habitat, selon les études, c'est 20 à 30 milliards d'euros par an. Quand tu retires la dynamisation par les C2E, c'est pareil, c'est des marchés qui sont atones. Donc
Et tu prends le transport qui en ce moment, tu parlais de l'agriculture, on peut parler de l'industrie. Voilà. Donc c'est Tout en ce termes qui est derrière. d'effet de levier, 10 milliards par an dans Bien l'économie française. Bien sûr. En termes Même d'effet de levier, c'est Le colossal. marché immobilier dépend aussi de tout ça. Quand Donc, tu achètes une maison et que tu vas faire des travaux et qu'on dit que tes travaux vont être financés à 30, 40, 50%, c'est plus la même chose. Bien sûr. On va plus se diriger vers l'achat d'une maison ou d'un appartement. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que cette année, ce qu'on avait vécu, alors ils sont en train de l'assouplir, mais c'était pour la première fois, on allait contraindre les gens à faire des travaux. Et on était censé pouvoir les accompagner. Donc avec l'interdiction de location des logements G, on a la première contrainte officielle. T'es le TG, tu peux plus louer ton logement. Et si tu as un locataire dedans, il peut quand même t'embêter. Donc on avait, je trouve, un super signal en fait qui allait justement rebooster le marché. Bon là, on revient un petit peu en arrière, c'est trop compliqué. Pourquoi c'est trop compliqué? Tout simplement parce que les dispositifs qui ont été mis en place, ils sont pas forcément à la hauteur et pas forcément Ouais. assez bien gérés pour justement permettre à chacun de faire ses travaux. Alors, Nicolas, tu veux conclure sur ce sujet où tout a été dit. Non, moi je suis complètement d'accord avec tout ça. Je pense que c'est un outil hyper important. On a un vrai problème qui est que c'est un outil hyper important, hyper efficace, mais complexe. Et donc il y a beaucoup d'acteurs, politiques, journalistes, qui le comprennent qu'à moitié et on ne peut pas leur en vouloir. Malheureusement, encore une fois, c'est complexe et très On technique. peut leur en vouloir. Moi, je suis un gars sympa. Non, mais voilà. Et donc, ils prennent des raccourcis hyper rapides. Ils considèrent que c'est de l'argent public, ce qui n'est pas vrai. Ils considèrent que c'est pas efficace, ce qui n'est pas vrai. Oui, il y a une part d'efficacité qui est un peu mangée par des intermédiaires, etc. Mais, encore une fois, c'est vraiment le bras armé de la transition énergétique en France. Et moi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que ce soit prolongé et qu'on doit un peu sortir de ces débats de c'est efficace, c'est pas efficace, c'est pas vrai. Enfin, il y a quand même un point essentiel, c'est moi, je veux bien qu'on me dise il faut arrêter les C2E, mais il n'y a jamais personne qui m'a dit il faut remplacer par ça, et ça, ce sera plus efficace. Surtout le temps de l'exécuter. Voilà. Et alors, on va passer au sujet quand même le plus important que je pense tous les pros attendent, la P6 qui arrive donc vraiment concrètement. Je crois qu'on en a parlé un peu en off. Donc, la DGEC ne veut plus voir de fiches 100% financées. C'est un peu ça les retours que tu as, Nicolas? Alors ça, effectivement, c'est un changement de paradigme important qui impacte, je pense, les artisans et les installateurs du dispositif. C'est que l'objectif progressif, plus ou moins, de la DGEC, c'est de dire on ne veut plus d'opérations sans reste à charge. Donc il y a vraiment cette notion de les opérations 100% financées sont des appels d'air à la fraude et ils veulent s'en affranchir. Nous, on l'a vu par exemple quand on a travaillé plusieurs fois sur des nouvelles fiches d'opération standardisées. On est allé parfois très très loin dans le dispositif, dans les échanges, dans la conception des fiches. Et au moment où on présente la fiche, on nous dit des fiches B2C avec des taux de couverture importants, non, on refuse. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il faut que les acteurs qui réalisent les travaux soient en capacité de vendre du reste à charge. Donc, c'est pas impossible. Les C2E vont quand même permettre du financement, vont permettre une vraie aide sur plein de gestes, mais potentiellement, il y aura du reste à charge. Donc, je pense que c'est important de se dire, il faut se projeter dans demain, notre activité imposera d'être capable de vendre du reste à charge. Et c'est quand même un vrai paradigme. Commercial qui vend du 1 euro ou commercial qui vend du reste à charge, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Oui, pardon. Non, mais je voulais juste préciser parce que quand tu dis que c'est pour lutter contre la fraude, alors je pose une question très naïve, mais voilà, ils vont réduire donc les aides de sorte à ce que les travaux ne soient pas complètement pris en charge par les subventions. On est d'accord. Mais quelqu'un qui veut frauder, vraiment frauder à 100%, il fait pas de travaux, il fait des faux dossiers. Donc en soi, j'ai envie de te On prend dire. l'exemple de l'ANA qui impose ses 10% de reste à charge. Ouais. Et honnêtement, je pense que là, si on veut soulever le capot, les vraies fraudes de ces dernières années sont sur la rénovation d'ampleur avec les accompagnateurs rénov, etc. Et pourtant, il y a un reste à charge qui est obligatoire. Donc non, tu as raison, c'est pas du tout une solution de dire on supprime le reste à charge. Il faut plutôt augmenter le contrôle. Après, il est inscrit dans la loi. La loi Cazenave, elle précise que justement, les opérations comme ça doivent aider, ne doivent pas financer à 100%. Donc, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Personnellement, j'aime bien dire que c'est un peu comme si on avait
supprimer les voitures parce qu'il y avait des accidents de la route, quoi. Tu vois, on n'a pas supprimé les voitures, on a fait des contrôles anti-alcoolémie pour tous les mecs qui roulaient bourrés, on a mis des radars partout, on a fait 20 ans de répression, les tribunaux étaient remplis d'acteurs qui abusaient, et petit à petit, on est passé de 10 000 morts par an à 3 000, et c'est encore beaucoup trop. Donc là, on a un problème de sous-administration. Et au lieu d'administrer massivement le dispositif et de rendre aux gens qui ont le moyen de le contrôler, leur donner d'être efficients et de faire la chasse aux abus, on dit non, mais comme il y a des abus, on diminue l'attractivité du dispositif plutôt que de renforcer les moyens à la hauteur des objectifs. C'est-à-dire, c'est colossal, les économies d'énergie qu'on doit faire d'ici 2030. Donc c'est dommage. Mais surtout que les personnes, les foyers en précarité, ne peuvent pas te payer le reste à charge. Donc enfin, c'est nous, dommage, sur la précarité énergétique, c'est vraiment pas normal. Je pense que sans reste à charge, hors précarité, il n'y a aucun Il y a intérêt. aucun Il faut qu'il y ait des limites à même tout. en B2B, enfin, je veux dire, un bailleur social qui n'a pas de reste à charge, c'est pas, mais en fait, c'est pas légitime. Moi, mais voilà. 1 euro doit être réservé aux foyers en B2C, en précarité. Et pour les avoir au quotidien, et c'est pour ça que nous, on a toujours voulu garder cette filiale d'installation pour toujours avoir un pied sur le marché, clairement, ils n'ont pas les moyens de payer ce reste à charge et aucune banque ne veut financer ces foyers-là. Donc en fait, quelqu'un qui veut faire, par exemple, des travaux de rénovation d'ampleur sur un budget de 40 000 euros de travaux, il doit payer même 4 000 euros de reste à charge pour faire ses travaux. Alors même si sa maison va prendre de la valeur, même s'il va faire des économies, même si tout ira mieux, il n'a pas 4 000 euros à payer. Il n'a pas les 4 000 euros à débourser pour cela. Il n'y a aucune banque qui va lui prêter 4 000 euros pour payer ses travaux. Et même si une banque lui prêtait ces 4 000 euros, il n'a pas les moyens de payer la mensualité. Et on a des cas, en tous les cas, sur la grande précarité, où les gens n'ont pas les moyens. Est-ce que c'est pour ça que justement l'obligation précarité va baisser pour la P6 ? Alors, non, je pense que sur la précarité, à mon avis, avec le niveau de valorisation qui est quand même hyper important sur la précarité, et je pense que les acteurs, alors je parle pas des fraudeurs, mais les acteurs du dispositif, ils savent, on va dire, contourner les contraintes, et ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont probablement gérer mieux leurs canaux d'approvisionnement, gérer mieux les canaux de distribution, aller sourcer du matériel éligible, mais peut-être un peu moins cher. Et je pense qu'ils vont réussir quand même à avoir des niveaux de valorisation importants. Aujourd'hui, sur des packs en précarité, on arrive à financer 100% d'installation de packs. On a pu pendant 2 mois. Voilà, bon. Ils nous resuppriment tout ça. Maintenant, ils veulent qu'on cumule avec l'ANA, qui n'autorise plus le 1 euro, donc on revient. Non, mais donc je pense qu'il va quand même y avoir. Je dis pas que, enfin, il y aura moins d'opérations à 1 euro. Coup de pouce isolation, 1,9 million de travaux réalisés, ça c'est sûr, on le reverra plus. Mais je pense qu'avec l'augmentation du niveau de valorisation, avec les gains en efficacité, parce que c'est ce qu'on disait, à partir du moment où on met le sujet dans des acteurs qui ont vocation à faire du profit avec ça, ils vont trouver des gains d'efficacité. Donc on arrivera, à mon avis, à avoir des niveaux de valorisation, avoir des taux de couverture intéressants qui feront qu'on ne sera pas à l'arrêt. Et effectivement, c'est dommage en premier lieu pour les ménages en précarité. Mais s'il n'y a plus de C2E précarité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas créé l'effet d'entraînement. Et c'est là où c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que les C2E, entre guillemets, issus de l'Europe, d'accord, quand tu appliques le référentiel européen, ne permettent pas forcément d'avoir des primes à l'investissement qui couvrent la totalité de l'investissement. Et du coup, quand tu as tes travaux à faire, il y a un reste à charge et ça incite pas nécessairement les gens à lancer les travaux. On va attendre que l'équipement il arrive à la fin de vie, plutôt que de le faire migrer avant qu'il soit vraiment en ruine vers une technologie plus performante qui va moins consommer. Ou on va aller vers la technologie la moins chère qui va continuer à beaucoup consommer et on reprend 10 ans ou 20 ans de surconsommation. Donc, au départ, c'est vrai que si on prend les référentiels européens qui donnent des fiches qui respectent strictement les référentiels européens, c'est assez exigeant. C'est pas l'économie réelle du parc, c'est l'économie d'énergie par rapport au plus mauvais équipement autorisé à la vente. Donc imagine, le plus mauvais équipement d'aujourd'hui autorisé à la vente, il est déjà 1000 fois plus performant que ce qu'on vendait il y a 10 ans. Donc c'est assez contraignant. Donc pour rendre les projets attractifs, le système des bonifications, créer un système purement franco-français qui n'était pas comptabilisé en Europe et qui disait on va créer des bonifications pour rendre ou des technologies ou justement sur des populations le sujet beaucoup plus attractif parce que justement on aura 100% des travaux financés, ce qui crée une accélération dans la massification. On l'a vu, voilà. Donc ça a été fait
trop vite. Ça a été fait, la filière des bureaux de contrôle n'était pas structurée. Ça a été fait, il n'y avait personne, le Confrac ne contrôlait pas les contrôleurs, les bureaux de contrôle. Donc, ça a craqué par le succès. Mais au lieu de prendre le temps de se dire, OK, on a fait un truc, ça a eu énormément de succès, c'est utile parce qu'on fait des économies d'énergie, c'est utile parce qu'on touche les plus pauvres, c'est utile parce qu'on permet aux opérations qui ne se déploieraient que très lentement de se déployer en masse, et ça, pour nos objectifs climatiques, c'est fondamental. Mais industriellement parlant, on ne savait pas le gérer. On n'avait pas de fiers de contrôle, on n'avait pas de contrôleurs qui contrôlaient les contrôleurs. Encore une fois, je n'ai rien contre les gens du COFRAC, mais entre guillemets, la liste noire du PNC2E contre les COFRAC abusives qui ne contrôlaient pas les contrôles, on a mis des années à la voir apparaître. Donc il y avait des professions qui n'étaient pas structurées pour faire le ménage, etc. Et on est passé du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on est passé de trop vite à quelque chose qui a trop bien marché à on arrête tout, on fait plus, comme si c'était structurel et qu'on ne pouvait pas, entre les deux, industrialiser, prendre en compte le retour d'expérience, voir le fait que sur les populations précaires, c'est socialement fondamental et juste. Justement, on parlait des questions de prix de l'énergie. C'est juste, c'est un chiffre, enfin, encore une fois, les Français les plus pauvres sont les bons élèves du climat, en étant à 5 tonnes d'émissions ou moins par personne et par an, ce qui est ce qu'on devrait tous faire à l'horizon 2030 si on suit. Donc c'est logique que les gens qui sont les bons élèves du climat, qui aident toute la société globalement à atteindre ses objectifs climatiques, la société, elle les récompense et elle les accompagne globalement. Donc, tu vois, donc on est dans quelque chose qui manque de cohérence, avec une surpondération des problématiques d'abus. Ils sont là, mais comme s'il n'y avait que ça à prendre en compte. C'est un problème dans un ensemble de sujets qu'il faut traiter. Et de sujets ultra positifs, c'est-à-dire que l'emploi que ça apporte, la TVA que ça amène, les impôts que ça amène pour l'État, enfin, c'est fantastique. Quand tu as une opération en euros, et puis on les a vécus, c'est exceptionnel. En tous les cas, le marché dans sa globalité, c'est exceptionnel. Mais oui, en fait, c'est ce qu'on demande, c'est sur la partie contrôle. C'est en fait nous, en tous les cas, en tant que mandataire, et je pense que c'est le cas pour tous les mandataires et les délégataires et certains obligés, c'est-à-dire qu'on sait contrôler les opérations et on n'est jamais en fait consulté pour savoir comment contrôler telle ou telle opération. Et on sortit la fiche pompe à chaleur. Super, la fiche pompe à chaleur, quand un Français installe une pompe à chaleur, il fait des économies. Il arrête de consommer du fuel ou du gaz, puisqu'il faut être fuel ou gaz. Il va faire travailler une entreprise avec des ouvriers qui vont travailler, qui sont salariés français et qui payent des impôts. Il va apporter du business à EDF, à Engie, aux distributeurs d'électricité en France et consommer l'électricité française. Enfin, c'est ultra positif. Alors oui, il y a de la fraude, mais ça se contrôle. Enfin, nous, c'est notre quotidien de contrôler la fraude. Et c'est sûr que les bureaux de contrôle, c'est bien. Il faut les accompagner, il faut les faire monter encore plus en compétences et en plus de ça, il faut les contrôler. Et là, c'est peut-être au niveau de l'État qu'il faudra les contrôler. Et franchement, si on a tout ça, on pourra avoir des dispositifs qui peuvent être vraiment, vraiment géniaux. Bien sûr. Et juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc, le PNC2E, c'est 20 personnes, c'est très peu, maintenant ce sera 40. C'était 10 millions d'euros de coûts externalisés de contrôle. Imagine que le fisc ne fonctionne que par contrôles fiscaux externalisés. Ça paraîtrait improbable. Ils n'ont pas d'équipe qui vont chez les opérateurs et qui contrôlent eux-mêmes, qui regardent un peu comment ça... Donc du coup, il y a un décalage par rapport à la captation des signaux faibles de terrain. Je suis désolé, quand le fisc vient chez toi, tout le monde frissonne parce qu'ils ont une vraie expérience métier. Tu les empapaoutes pas comme ça. Ils sont sur le terrain, ils reniflent, ils ont l'habitude. Et ça crée un dialogue entre les gens de terrain et les gens au siège. Et ça nourrit la réglementation. Aujourd'hui, mettre les équipes de la défense qui font de leur mieux coupées uniquement par des équipes externalisées plutôt que d'avoir des équipes du PNC2E spécialisées d'aller sur le terrain, spécialisées de faire des coffrats eux-mêmes, spécialisées de se confronter à la vraie vie. S'ils étaient suffisamment nombreux, ils auraient tous ces retours. Ils auraient tous ces signaux faibles et d'ailleurs, ils ne seraient pas aussi inquiets parce qu'ils seraient rassurés de ce qu'ils voient, ils comprendraient où sont les abus, ils sauraient les réglementer sans avoir besoin d'écouter 150 personnes qui leur disent tout et son contraire. La sous-administration de ce sujet-là, elle est incompréhensible. Bien sûr. Alors, il nous reste vraiment... On pourrait juste, pour finir là-dessus, le faire financer même sur le coût du C2E. C'est évident. Et donc, ça pourrait coûter zéro. Ouais, bien sûr. Il y a largement de quoi. Bien sûr. Alors, il nous reste vraiment 5-10 minutes sur le podcast. Donc, on va devoir vraiment aller au but sur justement le sujet dont on voulait parler, la P6. Concrètement, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut espérer pour tous les installateurs professionnels, etc., qui nous regardent? Est-ce que la P6 nous présage de beaux horizons ou est-ce que ça va être compliqué? Non, alors la P6, on a dit 25% d'obligations. En fait, pour certains acteurs, c'est beaucoup plus. Sans stock.
sans stock, Sans stock de démarrage. et 25% d'obligations à ISO consommation d'énergie. Ça veut dire que pour les acteurs, par exemple les pétroliers qui prévoient de vendre plus de produits pétroliers que sur la P5, l'augmentation d'obligations, elle va être vraiment, vraiment impactante. Donc, Benoît l'a dit, sans stock. Donc on part entre guillemets de zéro avec des vrais objectifs ambitieux sur les économies d'énergie. Vraiment un vrai besoin de produire, de trouver des gestes d'efficacité énergétique, de gestes d'économie d'énergie et de les réaliser. Donc, quelque part, c'est hyper encourageant de ce point de vue-là. D'autre part, je pense que donc il y a vraiment la P6 en France. Elle doit permettre à des acteurs sérieux qui maîtrisent leurs opérations et qui s'inscrivent dans la durée vraiment de prospérer et de travailler sereinement. Le deuxième point, moi, qui me semble important de cette P6, c'est cette notion de diversification. Alors, on a parlé de l'Espagne, on ne va pas revenir dessus, mais c'est important. Et je pense que de plus en plus, on voit que des acteurs qui font des travaux d'efficacité énergétique qui sont financés par les C2E commencent à regarder s'ils ne peuvent pas faire de la flexibilité, du stockage, des panneaux solaires. Et je pense que ça, c'est une dimension intéressante. C'est cette notion de ne pas rester bloqué sur du monogeste 100% dépendant des C2E, de faire d'un nombre d'opérations plus larges et même d'ouvrir ses chakras au-delà du pur sujet des C2E sur le reste de l'Europe et sur le reste de gestes qui peuvent concourir à l'atteinte de ces objectifs de transition énergétique. Alors, je vais parler très très français, mais qui a des informations sur les fiches C2E de la P6 ? La plus grosse rumeur de cette fin d'année, c'est la fiche rénovation globale pour les bâtiments tertiaires. Elle devrait normalement sortir. D'après mes informations, ils sont actuellement en train de rédiger les référentiels de contrôle. Donc c'est une fiche qui va être très intéressante. Pour l'instant, en tous les cas, c'est vraiment la grande fiche dont on parle. Pas trop de nouvelles de fiches B2C. On manque de fiches. De fiches tout court. On manque de fiches pour l'instant. En fait, la P6, pour continuer ta réponse là-dessus, c'est-à-dire que c'est une très bonne nouvelle. Le dispositif continue, plus d'obligues, c'est super, mais des gisements qui sont toujours trop faibles et surtout, malheureusement, encore et toujours, pas de visibilité sur la production qu'on va pouvoir avoir. Donc on reste évidemment très positif puisque depuis toujours ça a toujours été un petit peu comme ça, mais on n'a pas de visibilité, on ne sait pas comment on va vraiment aborder cette P6. Donc nous en tant que mandataire là aujourd'hui, on est en phase où on est en train de contractualiser avec tous nos obligés sur leur volume P6. Après, c'est cadencé par année, mais voilà, on est en train de prendre des engagements importants sur 2026. Quand on dit sur quelle fiche vous avez travaillé, on ne sait pas trop quoi répondre. On leur dit voilà sur quoi on travaille aujourd'hui, mais on ne sait pas exactement sur quoi on va travailler l'année prochaine. Donc c'est ce qui nous manque réellement, cette visibilité, avoir peut-être des fiches qui soient mieux montées pour qu'elles durent plus dans le temps et sur lesquelles on pourrait investir et passer du temps. Et après, ça va être une période au cours de laquelle je pense qu'on va encore arriver à un nouveau niveau de professionnalisation du secteur, notamment avec de nouveaux contrôles. On en parlait avant de commencer, avec l'arrivée massive, je pense, de l'intelligence artificielle sur la partie contrôle, la partie contrôle documentaire, contrôle photo. On en verra en tout cas de plus en plus de startups arrivent sur le marché. Donc je pense qu'on va arriver en fait à une certaine maturité en cours de cette P6 du marché et des acteurs qui la composent. Il y a un changement fondamental. C'est que, alors comment ça va se faire, personne ne le sait, mais c'est pour lutter contre l'antidatage et donc l'effet d'aubaine qu'il pourrait y avoir à acter des rôles actifs incitatifs de manière antidatée. Le fait que les opérations maintenant, elles devront être enregistrées sur le registre des C2E dès le moment où tu actes le rôle actif incitatif, le RAI de l'obligé. Ça, c'est quand même un changement dont on ne sait pas exactement comment il va se passer. C'est le problème. Donc, il va y avoir une période de transition certaine, mais c'est un changement majeur. Une des raisons pour lesquelles la fiche Réno Global a explosé en vol, c'est parce que par les effets d'aubaine liés à l'antidatage, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui, effectivement, en ont profité très fortement et il y a eu des distorsions concurrentielles très fortes et on a vu les acteurs qui s'étaient fait évincer du marché faire des campagnes de presse énormes pour dire on s'est fait évincer du marché, c'est pas juste. A raison. Donc c'est vrai que ces règles de jeu là, à un moment donné, celui qui joue avec la limite, quelque part, il profite
là où les autres faisaient attention, Mhm. là, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Et c'est Alors- une très très bonne idée. En plus de l'avoir fait, après on va voir comment opérationnellement ils vont le mettre en place. Ouais. Mais c'est vraiment une excellente idée. Ça nous enlève quand même nous pour le contrôle, ça nous J'imagine. enlève J'imagine. beaucoup de soucis. Alors avant de finir, donc ce podcast qui était super intéressant, un petit tour de table rapidement sur voilà, vos activités personnelles, professionnelles sur la P6. Nicolas, c'est quoi tes ambitions un peu sur la P6? Écoute, nous, l'objectif sur la P6, c'est de continuer à être vraiment business partner pour l'ensemble des acteurs du dispositif en France et ailleurs en Europe. On a parlé de l'Espagne, mais pas que. On est aussi sur la Belgique, on est sur d'autres pays. Donc, aider les acteurs à appréhender sereinement ce dispositif, à développer leur activité dans un fonctionnement gagnant-gagnant. Voilà, pour avancer, construire sereinement et de façon efficace. C'est trop bien. Laurent? Nous, c'est de continuer à croire au dispositif des C2E. Déjà, on va démultiplier les nouveaux accords avec de nouveaux obligés. On pourra en parler dans quelques semaines, mais de nombreux obligés vont faire appel à Omelior pour leur sourcing de C2E. L'objectif aussi est de devenir délégataire en début de période. Donc, c'est quelque chose qui arrive aussi assez rapidement. Information exclusive. Information exclusive, ouais. Information exclusive, ça fait 8 ans qu'on est sur le dispositif. C'est quelque chose qu'on n'avait pas voulu faire parce qu'on avait quand même un certain confort dans notre rôle de mandataire. Donc, on souhaite rajouter une nouvelle... Des nouvelles choses chez nous, et je pense qu'on en est aujourd'hui, on est assez mature pour le faire. Et surtout, nous, on part de la base que notre rôle sur ce dispositif, c'est d'un côté de sécuriser nos obligés et pour les sécuriser, d'accompagner au mieux notre réseau d'artisans et d'artisans partenaires. Et pour les accompagner au mieux, on va développer tout un tas de services d'accompagnement. Je parlais de l'IA sur la partie contrôle, leur mettre à disposition des outils IA pour pas qu'il y ait d'aller-retour sur des dossiers C2E, qu'ils aient l'outil en fait chez eux en interne, pouvoir les accompagner sur toutes leurs problématiques de financement, C2E, MaPrimeRénov', sur leur matériel également. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est développer tout un tas de services, améliorer nos référentiels pour que nos C2E soient encore de meilleure qualité, évidemment, et de travailler avec un maximum d'obligés sur le marché. Et le fait d'être délégataire va nous permettre d'avoir une certaine liberté aussi sur notre production. Franchement, trop bien. Trop bien. Et c'est des beaux objectifs. Et toi, mon Benoît? C'est de continuer la boîte à outils là, qu'on développe avec cette idée de... Le marché des C2E, c'est le seul marché financier, parce qu'on est un marché financier, 10 milliards par an, où il n'y a pas de boîte à outils de compliance, c'est-à-dire moi, je ne sais pas, hormis au fait que tu es extrêmement sympathique, pourquoi je te fais confiance. Et si j'ai envie de te faire confiance, il faut que je vienne chez toi, il faut que je discute avec ton responsable de veille, il faut que je vois comment tu déposes, il faut que je vois comment tu qualifies bref, il faut que je sois un expert, que je discute 15 heures non-stop minimum. Donc on est sur un marché qui n'a pas de code de communication, et nous on essaie de bâtir cette boîte à outils qui permet que chacun puisse expliquer tous les moyens humains et matériels, comme dit le PNC2E, qui permettent de minimiser les risques et de dire nous voilà pourquoi on pense que l'erreur est humaine, le zéro défaut n'existe pas, mais en tout cas on maîtrise notre risque de défaillance dans les contrôles, et voilà pourquoi nos dossiers de demande sont conformes. Voilà, donc on bâtit la boîte à outils et maintenant on essaie de la diffuser pour que chacun puisse se faire confiance, parce qu'on ne peut pas tous se regarder en chien de fusil et en se disant moi je suis le plus fort et les autres c'est des mauvais. Enfin, à un moment donné, il faut sortir du marketing de loi blanche et il faut que tout le monde soit capable de comprendre les points forts, les responsabilités prises, comment progresser, etc. Voilà. C'est trop pas en bien. chien de faïence qu'on se regarde? Pourquoi j'ai dit quoi? En chien de fusil. On Ah dort oui, en chien de fusil. Tu vois, heureusement, il y a un super montage. Ça prouvera que c'est pas monté, justement, et que c'est du direct. Franchement, trop bien. Alors, Et avant toi, que je... Yanniv, pour 2026 Bah oui, et pour la du P6, coup, alors, on sur veut la savoir. Alors, Voilà. l'Espagne, il a 27 Voilà. en Espagne. Non, alors, merci de me poser la question. Il a 26, franchement, voilà. Il y a 26, mais bon. Il a 26, ouais, on essaie de développer la chaîne. On a reçu, voilà, je vous l'ai dit en off, on va pas dire le nom, mais on a reçu des personnalités incroyables. On va bientôt diffuser sur la chaîne. Et on lance, voilà, vu qu'on est dans les exclusivités, on va lancer en début d'année 2026 un business club, donc pour réunir tous les acteurs du secteur de la rénovation énergétique, transition aussi énergétique, où il y aura pas mal de valeurs, des événements physiques, des galas, des dîners, des conférences. Il y aura aussi de la formation, de l'information, du conseil, de la mise en relation. Bref, on va créer un gros écosystème autour du LA26 et évidemment aussi l'application qui arrive avec un média, de l'actualité, etc. Enfin voilà, franchement, je pense que 2026, c'est pas pour rien que ça finit par 26. Ça va C'est votre année. ça va vraiment être l'année du LA26. Donc ouais, je suis trop content. Et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer. Avant de remercier ceux qui nous ont regardés, je vous remercie à vous, parce que voilà, ça peut paraître comme si c'est normal pour moi, mais d'avoir des personnes comme vous qui se déplacent en 2-3 messages et qui viennent ici
parler sur ILA 26 sur notre chaîne. Franchement, c'est un vrai honneur. Donc, merci Nicolas, merci Laurent, Merci de ton merci invitation. Benoît. C'est vraiment un honneur. Et puis voilà, je vous souhaite à tous vraiment de tout casser sur la P6 et vraiment une très belle réussite. Et on fera évidemment, comme tu l'as appelé, le café des C2E. Exactement. C'est un très On beau fera nom. un autre. Voilà, exactement. On fera d'autres événements comme ça. Ça Et fait puis, vraiment plaisir. excellente fin d'année à ceux qui nous regardent. Eh ben, très bonne fin d'année. Voilà, il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine parce que c'est le 25, c'est Noël. Et la semaine d'après, c'est le 1er. Donc je pense que beaucoup seront en soirée la veille. Donc on va pas sortir de podcast. Merci à tous de nous avoir suivis depuis le 16 mai qu'on a sorti le premier podcast. Comme quoi, c'est pas si loin que ça, hein, mais on a quand même bien développé. Et, donc merci à tous d'être fidèles, de nous regarder sur ILA 26. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle année, une très bonne fin d'année 2025 et une très belle année 2026. Et on reprend les podcasts à partir du jeudi 8 janvier. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. C'était Yaniv. On se dit à très bientôt. Salut.